Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, grâce à Pascal Gasse, de Lance ton livre du site web du même nom, de recevoir Mme Nancy Moreau, scientifique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Hey, merci beaucoup de m'avoir invité. Bien, moi, c'est tellement un plaisir de vous recevoir parce qu'on a rarement la chance ou l'occasion de recevoir des scientifiques. Et là, le livre que vous avez écrit, il y a déjà de cela 1 an, oui. Et il y a un deuxième qui est en production. En pleine ébullition. Oh, oui. On parle de scientifique de chimie, alors c'est plus de la physique que de la chimie, par contre. Oui, ouais. Mais c'est pas grave, il n'y a pas grande différence entre les deux pour moi. J'aurais aimé ça vous connaître avant, autant du secondaire et du cégep. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La guerre des synapses ». Dites-moi, c'est quoi ça d'abord? Expliquez-moi le titre. Et après ça, pourquoi? Parce que c'est un peu spécial ce que vous avez écrit. Oui. Et on va prendre le temps de l'expliquer comme il faut aux gens qui nous regardent. Bien, je vais dire que c'est spécial, mais c'est fascinant. C'est vraiment ce que les gens me disent. Mon livre, il est fascinant. Premièrement, les synapses, pour le bénéfice de tout le monde, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi des synapses. C'est un petit espace quantique qu'on a entre 2 neurones dans notre cerveau. Et c'est là qu'il y a l'information circule. Donc, ça se touche pas, mais il y a un petit courant électrique qui passe, puis l'électricité contient de l'information. Donc, on prend une respiration, c'est parce qu'il y a un courant électrique qui est passé, puis ça nous envoie un message de respirer. Bon, c'est un peu comme ça. Fait qu'à chaque fois qu'on a une pensée, il y a un courant électrique qui passe dans notre cerveau, puis on sait ça, là, avec les neurones. Maintenant, la guerre des synapses, c'est parce que mon roman se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et il y avait une guerre de l'intelligence. Donc, les connexions synaptiques étaient très, très, très sollicitées durant la guerre parce qu'on voulait inventer des nouvelles technologies, on voulait inventer la bombe atomique, on voulait inventer les meilleurs chars d'assaut, etc. Trouver les meilleurs moyens pour combattre l'ennemi. Exactement. Donc, il y avait une guerre d'intelligence, il y avait des espions un peu partout. Les Russes espionnaient les Américains espionnaient les Russes, ils espionnaient les Allemands, les Japonais là-dedans. Tout le monde s'espionnait. Donc, il y avait vraiment une guerre de l'intelligence. Et dans mon roman, j'ai mis en lumière le grand inventeur, ingénieur Nikola Tesla, que les gens connaissent peu. Et lorsque les gens lisent mon livre, ils découvrent ce personnage qui est un personnage qui est non fictif, il est historique, il a réellement vécu durant la guerre. Il était aux États-Unis, dans la ville de New York. Donc, l'espace où ça se passe, c'est dans la ville de New York. Et lui, il a fait des inventions fabuleuses, exceptionnelles, mais il a inventé quelque chose qui était un outil qui aurait pu être utilisé durant la guerre. Et je ne veux pas le dévoiler parce que je veux que les gens le découvrent dans le livre. Là, ça fait partie du punch de l'histoire. Oui. Mais il a inventé quelque chose qui était vraiment une arme exceptionnelle. Et comment il est arrivé à découvrir cette arme-là? Bien, en fait, c'est une accumulation de découvertes qu'il a fait. Mais avant, qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a fait découvrir cet homme-là? Bien, Nikola Tesla, moi, je suis en sciences. Donc, c'est sûr que le fait que je sois scientifique, j'ai entendu parler de l'unité du magnétisme, le Tesla. Mais on n'en parle pas de Nikola Tesla parce qu'on parle de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est lui qui a créé, en fait, l'ampoule, là, mais aussi le courant continu. Là. Donc, c'est un courant qui est direct, qui est continu. Alors que Tesla, c'était le courant alternatif. Il y avait une guerre entre les deux. Là. Et ici, là, ben c'est ça. Alternating current, une éclair. Direct current, là, c'est la guerre entre les deux électricités qui existaient. Mais c'est Tesla qui a gagné. Pourtant, il n'est pas dans nos livres de sciences. Et pourquoi? Parce que c'était Thomas Edison qui avait un gros monopole financier. Il était connecté avec Même JP dans ces années-là, ça marchait de même? Oui. Okay. Oui. Donc, c'est pas d'hier, là. Non. Puis quand, Nikola Tesla, il est serbo-croate, il va immigrer très jeune aux États-Unis parce qu'il veut rencontrer Thomas Edison, qui est la sommité en électricité. Et lorsqu'il cogne à la porte du laboratoire de Thomas Edison, Edison se rend compte du potentiel de ce gars-là, qui est un peu plus jeune que lui, et il se rend compte qu'il est une menace, que son courant alternatif est beaucoup plus puissant, il est beaucoup mieux adapté aux besoins qu'on a en électricité. Donc, c'est pour ça que Edison, avec tout son monopole puis toute la puissance qu'il avait aux États-Unis, il a réussi à effacer de l'histoire Nikola Tesla. Il a brûlé son labo, il l'a acculé à la faillite, il a essayé de lui acheter ses brevets pour rien. Là. Donc, tout ce qu'il a fait, Thomas Edison, ça le nuit beaucoup aux inventions de Nikola Tesla. Mais le FBI le suivait, Nikola Tesla, parce qu'il avait toutes ces inventions-là que les espions essayaient de s'approprier.
Et il le dit, Nikola Tesla, de ses propres mots, « Je suis suivi, je crains pour ma vie, donc ce que je fais, mes inventions les plus précieuses, je les garde sur moi en tout temps. » Donc, il était suivi par le FBI. En fait, le FBI portait attention beaucoup à Nikola Tesla parce qu'on ne voulait pas que les inventions aillent ailleurs. Mais d'un autre côté, le FBI, bien, il était un petit peu corrompu dans les années 40. Là. Donc, c'est ce qu'on découvre beaucoup dans mon livre. Dans mon livre, on découvre des endroits cachés de New York. Et ça, c'est passionnant. Les gens me disent, mais ça existe pour vrai, ces endroits-là? Oui, allez-y à New York, mais vous ne pourrez pas les visiter parce qu'elles sont cachées et secrètes. Même les New-Yorkais ne les connaissent pas. Bon, comment moi, je les ai découverts, ça, c'est une autre histoire. Mais je parle, entre autres, de 2 endroits qui sont secrets à New York. Et sur la couverture, je peux le prendre, oui. Sur la couverture, on voit le pont de Brooklyn, donc on voit le lien avec toutes les synapses, les connexions. Mais dans le pont Brooklyn, il y a un secret que je dévoile dans le livre. Donc, il y a une partie de l'histoire qui va se passer là. Et... en fait, en gros, c'est un peu ça. Là. C'est un roman qui va être d'espionnage. Donc, les chapitres, ça va vite. Il y a de l'action. Mais en même temps, il y a tout ce fond-là de science qui explique un peu comment l'univers fonctionne, pourquoi il y a de la télépathie, pourquoi il y a les hasards et tout ça. Donc, c'est vraiment sur 2 niveaux. Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est ma première phrase. Hein? Le hasard n'existe pas parce que Nikola Tesla croyait vraiment à la télépathie. Il croyait vraiment qu'on est connecté avec... tous les êtres humains sont connectés. Mais comment on est connecté, il faut lire le livre. Je l'explique dans ça. Okay. Parce que ce qu'on voit avec nos yeux... là. J'ai pas eu le temps de lire le livre. Non, c'est pas grave. Je peux pas le savoir. Faut lire le livre. Mais en fait, je vais vous donner une piste. En science, ce qu'on voit, là, vous et moi, avec nos yeux, c'est seulement 5 % de ce qui existe. 5 %. Il y a un 95 % qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, quand on prend la théorie, par exemple, on va arriver avec le Big Bang, là, bon, il y a eu, c'est même pas une explosion, mais il y a eu l'expansion de toute la matière qui s'est créée. Bien, ce qu'on voit, les planètes, les astres, notre matériel, tout ce qui est solide, c'est seulement 5 %. Il y a un 95 % de quelque chose d'autre qu'on ne sait pas c'est quoi. Et c'est là que ça se joue. C'est là que la télépathie, les trucs là, que nous, on appelle un peu du parapsychologique, bien, c'est dans ce 95 % qu'il se passe des phénomènes. Mais là, vous allez me dire, la télépathie, c'est-tu prouvé? Bien oui, c'est prouvé, la télépathie. On sait même l'endroit dans le cerveau où ça se passe. Puis ça a été publié dans des gros journaux scientifiques. Je les ai lus, j'ai vraiment compris comment ça marche. Ça, c'est sûr que c'est une autre histoire, là. Mais on sait que ça fonctionne. Tout le parapsychologique, il fonctionne. Et connecté avec l'univers. Oui, on est connecté avec l'univers parce qu'on est fait de particules de l'univers. Parce que c'est là que je voulais vous emmener, vous n'avez pas parlé. Oui. C'est là que je voulais vous emmener. On est fait de particules de l'univers. Tu sais, nous, on est fait d'électrons, de protons, de neutrons, on est fait de matière, les atomes et tout ça, mais toutes les petites particules quantiques, nos synapses, ce sont des petits espaces quantiques. Quantique, là, ça veut dire, c'est un petit espace, là, ou des petites particules. On est fait de cette matière-là, mais cette matière-là vient des étoiles, elle vient, tu sais, on est fait de matière de l'univers. Donc, on n'est pas dissocié de notre univers. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, des fois, on va sentir des mauvaises vibrations, des bonnes vibrations. Présentement, elles sont excellentes, nos vibrations, mais on les sent, les vibrations. Mais pourquoi on les sent? Parce que nos synapses, ils vont les capter. Parce qu'il y a des ondes qui sont émises. Et qui serait dû? On s'est déjà connus? On s'est vu à quelque part? Non. C'est juste que, vous dégagez une certaine énergie, mais l'énergie, on la voit peut-être pas avec nos yeux, mais elle est là, puis nos synapses, ces petits espaces quantiques-là, quand je parle des synapses, petits espaces quantiques dans notre cerveau, ils vont les capter. On capte les ondes. Les ondes peuvent être captées par nos neurones et ensuite interprétées par notre corps. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si je vous ramène, parce que... Là, on est loin vous du êtes, livre. Oui, si vous êtes une scientifique, ouais. Vous êtes professeur à Québec, qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre? C'est une histoire. Parce que vous n'êtes pas... Est-ce que c'est un rêve d'enfance? Oui, un rêve d'enfance. OK. Oui, quand j'étais petite, puis j'ai toujours écrit des petits livres, je racontais des petites histoires. À un moment donné, c'était des bandes dessinées. Mais vers l'adolescence, je voulais écrire du Mary Higgins Clark parce que c'est ce que je lisais à ce moment-là. Donc, les romans, thriller, espionnage, où ce que l'on a la chair de poule et tout, là, moi, je voulais écrire comme elle. Donc, mon premier livre que j'ai écrit, j'avais 13 ans. J'ai commencé à l'écrire, ça se passait à New York. C'est drôle. OK. Ça se passait à New York. Je me rappelle pas de l'histoire, mais je sais que c'était pas bon. Parce que je l'ai relu, j'avais écrit quelques chapitres. Je dis, bon, je laissais ça de côté. Plusieurs mois plus tard, je relis ça.
J'avais pas l'expérience, j'avais pas les connaissances que ça prenait pour écrire. Ça prend une grande culture générale, je pense, pour arriver à écrire un roman de ce type-là. Donc, j'ai mis ça de côté, j'ai étudié, j'ai fait ma carrière en recherche d'abord, ensuite en enseignement. Et là, bien, c'est sûr qu'il y a l'événement de 2016 avec Barack Obama, qu'il y a beaucoup de documents qui ont été relâchés, qui m'a... comment je pourrais dire, inspiré énormément, mais qui m'a stimulé à retrouver l'écriture. Vous aviez déjà cette idée-là de faire en 2016. Mais ça m'a pris 3 ans à l'écrire. Donc, j'ai commencé en 2015 environ à écrire. OK. Donc, mais dans le temps, Obama n'avait pas... M. Obama, je vais l'appeler monsieur parce que M. Obama n'avait pas, dans le temps, libéré des documents, comme vous le dites. Mais mais de faire un livre sur ce monsieur... en fait... c'est arrivé avec, j'ai retrouvé un peu ce désir d'écriture-là. J'étais professeure au cégep. J'ai eu une période un peu plus à temps partiel. Pas temps partiel. J'avais un temps partiel, j'avais un peu plus de temps parce qu'il faut se consacrer. Mais l'histoire de Tesla m'est arrivée vraiment comme un flash dans ma tête. J'ai vu mon titre. J'ai vu mon personnage, j'ai vu son nom, j'ai vu son descriptif, puis j'ai vu où il était. OK? Pont Brooklyn, là. J'ai vu où il était. Et puis, il parlait de l'univers. J'ai écrit tout de suite tout le dialogue qui se sont dit, puis on le retrouve autour de la page 100 environ. Il est intégral, pratiquement intégral, le dialogue. C'est arrivé comme une inspiration, je pourrais dire divine, mais c'est une inspiration. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que vous le... Bien, moi, je dis oui parce que c'est vraiment arrivé. J'étais en train de travailler, puis j'ai vu, tu sais, c'est comme une genre de vision que j'ai eue. Hey, ça serait bon, ça. Puis moi qui me cherchais depuis longtemps, un sujet qui me passionne, que j'avais le goût d'investir 3 ans de ma vie dans un livre, là. Mais je cherchais le sujet depuis très longtemps. Puis là, il m'est arrivé comme ça. Je l'ai écrit, le dialogue. Puis là, je dis, bien là, j'ai de quoi? Mon Dieu, ça me passionne, ça, j'ai le goût d'écrire là-dessus. Donc, je me suis construit un début, une fin. Je me suis fait un plan, puis j'ai tissé entre les deux, mais mon livre part à la page 100 pour moi, dans mon inspiration personnelle. C'est arrivé comme ça pour celui-là. Le deuxième livre que je suis en train d'écrire, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, parce que l'inspiration, on l'accueille lorsqu'elle est là. Tu sais, lorsqu'elle arrive, on la prend, puis on va travailler dessus. Mais pour le premier livre, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis les gens me disent, mais ton livre, il est excellent, il est vraiment profond, tout en étant passionnant. Tu sais, les gens me disent, OK, tu réponds vraiment à des questions que j'ai. En même temps, j'apprends tellement de choses, c'est exceptionnel. Puis l'histoire, elle est fabuleuse, fascinante. Et le deuxième, est-ce que c'est une suite? Bon, oui. Si c'est complètement différent. C'est ça. Bien, je peux peut-être présenter qui est Christopher Sole. C'est un personnage fictif. C'est un journaliste scientifique. Donc, je replonge un peu en 1943. C'était quoi être un scientifique en 1943 quand on n'est pas un maître, tu sais, je veux dire un top à l'université, là. C'était quoi la vie d'un scientifique? On est en temps de guerre. Il y a des coupures partout. Plein de gars sont partis parce qu'il y avait principalement plus d'hommes dans les universités que de femmes. Les gars sont partis au front. Les universités sont moins remplies. Donc, c'était quoi être un scientifique en 1943? Je replonge là. Donc, lui, bien, il fait une enquête scientifique qui l'amène à parler, puis à s'entretenir avec Nikola Tesla, puis là, il déboule plein de choses de ça. Donc, l'histoire se termine, mais mon journaliste scientifique part dans une deuxième enquête, dans le deuxième livre. Donc, cette histoire-là se termine, mais lui, Christopher Sole, il n'est pas mort. Là. Il va continuer sa vie de journaliste ailleurs, dans un autre endroit. Je peux vous dire qu'on va découvrir pas mal d'affaires dans le deuxième aussi, que j'ai encore des choses secrètes. Moi, j'aime bien ça, les endroits secrets. Puis là, il va y avoir des endroits secrets au Canada. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre votre carrière comme auteur? Ah, c'est sûr que j'aimerais... Parce que là, vous êtes professeur actuellement. Oui. J'adore les deux. J'adore enseigner. Là. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on aime plus, il y a des choses qu'on aime moins. Moi, enseigner, transmettre l'information, j'adore ça. Je me suis découvert là-dedans parce que je ne pensais pas devenir prof un jour. Hein. Lorsque j'étais étudiante, devenir prof, non. Je pensais pas devenir prof un jour, mais finalement, j'ai découvert une partie de moi que je connaissais pas. J'adore transmettre l'information. Je pense que ça se sent dans ça. Puis j'ai découvert l'écriture. Bien, en fait, ça, c'est un rêve de jeune fille, comme j'ai dit. Mais écrire, pour moi, là, je me suis... Wow! OK, je suis capable d'écrire des livres de cette qualité-là. Là, j'ai fait OK, ça, j'aime ça. Mais j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Pour l'instant, c'est sûr que je ne vis pas de ça. Hein, je vis de ma job de prof. Là. Mais c'est sûr que si je pouvais un jour écrire un peu plus, là, j'aimerais bien ça. Nancy Moreau, est-ce qu'on peut trouver, ça s'appelle La guerre des synapses,
Est-ce qu'on peut retrouver ce livre-là partout? Présentement, bon, c'était mon premier livre. Je ne connaissais pas grand-chose au monde de l'édition. Donc, je me suis auto-éditée. Là, il y a une histoire d'éditeur peut-être dans l'histoire. Là. Ça va peut-être changer dans les prochains mois. Visitez mon site web. Ben, c'est pas compliqué, www.nancymoreau.com. Faites attention, j'écris mon nom IE et non pas avec un Y. Donc, nancymoreau.com. Et là, vous allez voir les points de vente, les librairies. Il y a plein de bibliothèques qui l'ont. Si vous voulez le faire venir à votre bibliothèque, il n'y a pas de problème. Il y a des endroits qui est vendu quand même. Hein. Ouais. Nancy Moreau, Nancie, Moreau.com. Si vous voulez avoir de l'information, c'est Pascal Gasse de Lance ton livre qui, encore une fois, nous fait connaître cet auteur formidable. Bravo. Merci Bonne chance. Vous viendrez nous voir pour le deuxième. Ben oui. Donc, La guerre des synapses, c'est disponible pour l'instant. On peut se le procurer par le site web. Vous pouvez le commander sur Renaud-Bré. Disponible partout. Il est présentement disponible sur Renaud-Bré en commande. Donc, les gens peuvent aller chez Renaud-Bré. Parce que je dis Renaud-Bré parce qu'il est très... peut-être pas mal plus connu peut-être que les autres librairies. Là. 300 pages, une histoire très intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà terminé, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Merci beaucoup, madame. Oui, merci Nancy Moreau, La guerre des synapses. Donc, c'est un roman à lire absolument. Alors, vous pouvez vous le procurer si vous le désirez. Et merci beaucoup, Pascal Gasse, encore une fois. Merci. De Lance ton livre, qui est toujours derrière les caméras, mais qui est avec nous et qui est une collaboratrice précieuse pour CMA TV. Merci beaucoup, Mme Moreau. Oui, merci beaucoup. Voilà, ça complète.